Merci pour l'introduction. Effectivement, je suis le volontaire désigné pour vous parler de ce prix Nobel de cette année, donc qui est pour moitié attribué à James Peebles, le monsieur qui est ici, pour ses contributions à l'édification du modèle standard de la cosmologie moderne, le modèle de concordance, donc ce sera le sujet d'un prochain séminaire, et puis pour autre moitié et conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz, pour leur découverte de la première exoplanète orbitant autour d'une étoile de la séquence principale. Et comme le dit l'exergue du Nobel, donc c'est des contributions qui nous permettent de mieux comprendre la place de la Terre dans le cosmos. Et ça se prête particulièrement bien à une remise en perspective historique, parce que cette question-là, évidemment, nous occupe depuis très longtemps. Et on peut, par exemple, retracer cette question jusque, par exemple, la théorie du ciel de Aristote. Donc le terme cosmos, c'est un terme grec qui renvoie à la notion d'ordre. Chaque entité a une place dans le cosmos vers laquelle elle doit tendre. Et effectivement, le cosmos d'Aristote est un monde ordonné, qui est essentiellement clos et divisé en deux parties. Il y a un monde sublunaire, constitué de 4 éléments, qui est sujet à la corruption, à la dégradation, et puis un monde supralunaire, qui est constitué d'éther, incorruptible, qui est le lieu des planètes et des étoiles fixes, et le mouvement y est parfait, c'est-à-dire circulaire. C'est un a priori philosophique, mais en tout cas, ça fait du monde d'Aristote un monde ordonné. Alors si le monde était effectivement comme ça, on devrait voir les planètes se balader d'un point à l'autre du ciel de façon continue, sans jamais varier. Or, c'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les planètes vont dans un sens, s'arrêtent, repartent dans l'autre, redescendent à nouveau et retournent dans le sens normal. Ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Et pour tenir compte de ce mouvement observé, tout en faisant pas violence à cette idée que le mouvement parfait doit être circulaire dans le monde supralunaire, Ptolémée, dans l'Almageste, va introduire la notion d'épicycle. Donc l'idée, c'est que les planètes tournent effectivement sur des cercles, mais dont les cercles eux-mêmes tournent autour de la Terre. Donc ce mouvement combiné permet de rendre compte du mouvement rétrograde des planètes et donne cette espèce de joli système avec des rosaces comme on a ici. Bon, c'est un système qui va connaître une grande postérité. Il va être en place pendant plus de 1500 ans, comme vous le savez, jusqu'à la révolution copernicienne, qui va nous faire passer d'un monde géocentré à un monde héliocentré, et qui va ouvrir, du coup, ouvrir l'univers. Évidemment, avec les contributions importantes de Kepler et Galilée, en particulier, qui sera définitivement entériné par la révolution newtonienne. Et notez que dans le processus, Galilée va être le premier en 1610 à découvrir des nouveaux astres, disons, grâce à l'instrument, les satellites de Jupiter. Vous voyez que là, c'est la représentation du système héliocentrique dans Copernic. On voit que Jupiter n'a pas de satellite. La même chose dans les dialogues de Galilée. Vous voyez ici les 4 satellites principaux de Jupiter qui apparaissent pour la première fois. Alors, cette idée d'avoir un monde qui maintenant est héliocentré déplace la Terre dans le cosmos, l'envoie en orbite autour du Soleil, et ça, du coup, ça laisse entendre que probablement les autres étoiles sont des soleils comme le nôtre, et que donc peut-être il y a d'autres planètes, voire même d'autres habitants. On peut retracer cette idée jusque dans évidemment, vous connaissez bien les textes de Giordano Bruno, qui dès 1584 disaient que peut-être effectivement les étoiles sont d'innombrables soleils, il y a peut-être un nombre infini de mondes, et peut-être même d'habitants. C'est des idées pour lesquelles il sera longuement emprisonné et même brûlé en place publique à Rome en 1600. Et pourtant, la Révolution est en marche, puisque moins d'un siècle après, on a les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, 1686, qui est essentiellement un livre de vulgarisation, qui met en scène un astronome qui explique à une marquise la vision du cosmos de l'époque. Et voilà, il explique que voilà, les étoiles fixes sont autant de soleils, et donc pourquoi pas autant de planètes. Et il va même jusqu'à proposer l'idée que, donc c'est une version du principe copernicien, il va proposer l'idée que si planète il y a, il le dit joliment, n'ayant qu'une lumière faible empruntée de leur soleil, elles ne la poussent point au-delà de leur monde. Autrement dit, il souligne le fait que si les étoiles sont trop loin, les planètes seront trop faiblement lumineuses pour être observées de façon directe. C'est une proposition, c'est évidemment pas encore installé sur des bases scientifiques fiables. Et puis pour montrer à quel point le changement de perspective est complet, cette idée qu'il y ait d'autres planètes et peut-être d'autres mondes est même utilisée comme un argument, une mise en scène philosophique dans le Microméga de Voltaire, qui met en scène Microméga, qui est un géant qui vient de Sirius et qui se balade dans la galaxie, et qui en particulier s'étonne des mœurs des petits habitants de la planète Terre. C'est le genre de Star Wars de l'époque, plus ou moins, ce truc-là. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est des spéculations pour mettre disons, avoir une approche scientifique de l'existence des autres mondes. Il faut s'interroger sur la formation des planètes que l'on connaît, celle du système solaire.
et donc la formation du système solaire. Et donc au XVIIIe siècle, il y a essentiellement deux théories qui vont s'affronter. La première, celle de Buffon, le naturaliste, qui est la théorie dite de l'impact ou de l'arracheur, et qui va imaginer que, étant donné le Soleil, peut-être que les comètes, une comète, dont on ignorait à peu près tout à l'époque, on ne savait pas à quel point elles étaient plus petites que les autres planètes que le Soleil, mais aurait pu avoir un impact oblique avec le Soleil, en arracher une partie de la matière qui aurait été mise en orbite, et en se refroidissant, ces fragments auraient donné les planètes du système solaire. Cette idée avait le mérite d'expliquer pourquoi les planètes tournent toutes dans le même sens dans le système solaire. Ce type d'idée, ou ses descendants, va demeurer populaire jusqu'au milieu du XXe siècle, évidemment, sous une forme mise à jour. La théorie alternative, c'est la théorie dite de Kant-Laplace, Kant le philosophe, Laplace le fameux mathématicien et physicien, qui est la théorie de la nébuleuse primordiale, qui imagine que le Soleil et les planètes naissent par condensation de nuages de gaz et de poussière. Kant s'inspire des travaux, ou pas des travaux, des écrits de quelqu'un qui est un théologien et un peu un mystique. Bon. Laplace, quant à lui, a des meilleures sources. Il s'inspire des observations des nébuleuses par Herschel. Et cette théorie, finalement, est l'ancêtre de la théorie contemporaine acceptée, dont on va reparler un petit peu après, qui a été développée par Sofronoff à la fin des années 60. Donc deux théories, deux classes de théories en tout cas, pour expliquer l'origine du système solaire. Alors pendant ce temps, à la même époque, évidemment, il se passe des choses intéressantes, puisque pour la première fois, on va découvrir, en oubliant un instant Galilée, on va découvrir un nouveau corps, Uranus. Donc c'est évidemment Herschel qui va découvrir Uranus, un petit peu par hasard, mais en tout cas c'est la première fois depuis l'Antiquité que le système solaire s'agrandit. D'accord ? Et la première fois qu'on découvre une planète avec un instrument. Alors évidemment, on va s'intéresser à la trajectoire d'Uranus, on va essayer de le prédire, son mouvement grâce aux lois de la gravitation de Newton, et on ne va jamais y arriver parfaitement. Il y aura toujours un écart entre la prédiction et l'observation, et donc à partir de là, il y aura deux hypothèses qui vont être avancées, qui vont mener à la découverte de Neptune. Donc les hypothèses, c'est que soit, donc là c'est un extrait d'un texte de Le Verrier, donc la possibilité, soit c'est que les lois de Newton ne sont pas valides si loin dans le système solaire, c'est-à-dire pour des champs de gravité faibles, soit c'est qu'il y a un corps, pour l'instant invisible, qui exerce une influence gravitationnelle et qui est responsable des déviations de l'orbite d'Uranus. C'est évidemment cette hypothèse-là que Le Verrier va privilégier. Il va résoudre le problème inverse, prédire la position, calculer la position de ce corps, et Gale va découvrir donc ce corps, qu'on va appeler Neptune, à moins d'un degré de là où l'avait prédit Le Verrier. Alors en passant, évidemment, ça fait, pour clin d'œil à l'histoire et clin d'œil à la discussion qu'on aura plus tard sur la cosmologie, Neptune est le premier exemple de matière noire, c'est-à-dire un corps qui n'a pas été découvert d'abord par la lumière qu'il émet, mais par l'influence gravitationnelle qu'elle exerce. Vous êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a ce même type de problème dans la cosmologie moderne. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah oui. Chose importante, donc, avec ces découvertes de nouvelles planètes, se pose la question, bon, ok, visiblement avec les instruments, on est capable de détecter de nouvelles planètes. Est-ce qu'on va bientôt être capable de détecter peut-être des planètes autour des autres planètes, des autres étoiles, pardon. Alors, pour les rares optimistes qui avaient relativement à cette question, ils vont recevoir une douche froide quand, en 1838, Bessel va, pour la première fois, mesurer la distance d'une étoile. C'est la première fois que ça a été fait. 61 Cygni, une des plus proches, et il mesure cette distance à l'aide de la méthode de la parallaxe. Pour ceux qui ne savent pas, la parallaxe, c'est sur un fond immobile, vous mesurez la position d'un objet, vous vous déplacez, vous mesurez une autre position, et la différence angulaire entre ces deux positions vous permet d'estimer la distance. D'accord ? Donc, c'est par des mesures d'angle extrêmement petits qu'on est capable d'évaluer la distance des étoiles. Et donc, il mesure cette distance à 3,2 parsec. Un parsec est 3,2 années-lumière, 3,26 années-lumière à peu près. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas encore acquis la constance de la vitesse de la lumière, on n'avait pas basé une unité de mesure sur ça. Donc, ce qu'on utilisait, c'était un dérivé de l'unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil, qu'on appelle le parsec. Et un parsec, formellement, c'est la distance à laquelle il faut se trouver du Soleil pour voir l'orbite de la Terre, donc une unité astronomique, sous un angle de 1 arc-seconde. 1 arc-seconde, c'est un 3600e de degré. D'accord ? 360 degrés, on divise par 3600, ça vous donne 1 arc-seconde. Et donc, voir une unité astronomique sous une taille angulaire de 1 arc-seconde, ça vous donne un parsec. Voilà. 3,26 années-lumière. Donc, avec cette mesure par Bessel, on commence à prendre conscience, même si on le supposait, mais là on prend conscience concrètement de la taille du cosmos, parce que si même la plus proche année-lumière est à 3,2 parsecs, tandis que Neptune est à peu près à 30 unités astronomiques, on n'a décidément aucune chance dans un avenir, à l'époque proche, d'imager directement des exoplanètes, des autres mondes, pour dire autrement.
Mais ce n'est pas le cas, disons. Ah oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que remarquez la différence entre la théorie de Buffon et celle de Kant-Laplace, c'est que la théorie de Buffon admet l'existence du Soleil comme prérequis. Le Soleil est là, tout fait, et les planètes se forment à partir du Soleil. La théorie de Kant-Laplace, elle, suppose que le Soleil, les étoiles et leur cortège planétaire se forment à partir de la condensation d'un nuage de gaz. Donc la formation des planètes est indexée sur celle des étoiles. Et donc, autant les planètes, on ne peut pas en dire grand-chose pour l'instant. En tout cas, ces théories qu'on propose n'ont à rendre compte que d'un seul exemplaire de système planétaire, le nôtre. Autant la théorie de la formation stellaire, elle, va pouvoir profiter de l'observation d'un nombre abondant d'étoiles. Et ça, c'est un truc qui va mûrir tout au long du XXe siècle, en commençant par justement le diagramme de Hertzsprung-Russell, que peut-être vous avez déjà vu. Il se base sur un travail qui a été fait pendant 30 années, les 30 années qui précèdent, par en particulier les calculatrices de Harvard, ici, qui vise à classer les étoiles en fonction de leur classe spectrale ou de leur température de surface. Et évidemment, donc vous voyez, on reconnaît par exemple ici donc, un îlot isolé qui constitue les naines blanches, on a des géantes, des supergéantes, et on a la majorité des étoiles qui constituent ici ce qu'on appelle la séquence principale. D'accord. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que ça reflète, ce diagramme, cette statistique du fait qu'on peut observer plein d'étoiles nous permet d'établir ce diagramme qui va s'agir d'expliquer par la suite. Alors, une étape importante a été franchie en 1925 par Cecilia Payne, qui va comprendre contre le consensus de l'époque que les étoiles sont formées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À l'époque, et d'ailleurs en conformité avec soit l'hypothèse ou de Buffon ou de Kant-Laplace, qui imagine que soit les planètes sont issues de la matière solaire, soit que Soleil et planètes sont issus de la même nébuleuse, ça aurait été logique de penser que les étoiles, le Soleil en particulier, étaient faits des mêmes éléments que la Terre et dans les mêmes proportions, à peu près. Ou que les planètes ou dans les mêmes proportions. Payne montre que ce n'est absolument pas le cas et que c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Deuxième étape importante qu'on peut noter, ah oui, donc ça c'est la découverte qu'elle va faire, ça c'est un extrait de sa thèse, enfin c'est la page de garde de sa thèse. Une deuxième étape importante était franchie par Chandrasekhar qui en 1931 va comprendre, grâce à la relativité générale et la mécanique quantique, la structure des naines blanches. En particulier, il va montrer qu'elles ont une masse limite, ce qui a le mérite d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles forment un îlot isolé ici, et qu'il n'y a pas une continuité de masse et de luminosité des étoiles, des naines blanches, vers la séquence principale. Voilà. Pas longtemps après, Bade et Zwicky qui reviendra aussi dans le prochain séminaire sur la cosmologie. C'est un monsieur qui a fait plein de choses intelligentes. Ils vont imaginer si jamais une naine blanche, si un corps dépasse la masse limite d'une naine blanche, alors elle va s'effondrer encore plus et former ce qu'on appelle une étoile à neutrons, et dans le processus libérer une très grande quantité d'énergie. Et ils vont supposer que c'est peut-être ce mécanisme qui est à l'origine de ces étoiles hyper brillantes qui tout d'un coup brillent comme toute une galaxie, qui vont appeler supernova. D'accord ? Et effectivement, on va découvrir une telle étoile à neutrons pour la première fois en 1967. Jocelyn Bell va la découvrir quand elle était doctorante, sous la forme d'un pulsar. Un pulsar, si vous ne connaissez pas, c'est une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même de façon très rapide, entre une dizaine, centaine de rotations par seconde, et qui collimate le long de ses pôles magnétiques des pinceaux de rayonnement radio, pas nécessairement alignés avec l'axe de rotation, ce qui en fait une espèce de phare cosmique, comme ça, qui bat avec une très très grande vitesse. Autre étape importante, 1939, Hans Bethe va comprendre que les étoiles de la séquence principale, ici, tirent l'essentiel de leur énergie par fusion de l'hydrogène. Et ça a été le début de 20 années de travaux intéressants en nucléosynthèse stellaire, qui va culminer avec le papier du couple Burbridge et Fowler et Hoyle. Hoyle, encore une fois, qui va dire des choses intéressantes en cosmologie, et qui va permettre de comprendre enfin comment les étoiles, au cours de leur vie, les différentes classes d'étoiles, fusionnent des éléments avec de numéros atomiques de plus en plus élevés. Donc, en particulier, ça va nous permettre de comprendre que ce diagramme reflète en partie une évolution stellaire. C'est-à-dire qu'une étoile peut passer une certaine partie de sa vie, l'essentiel d'ailleurs de sa vie, quelque part dans la séquence principale, et puis au terme de sa vie, avoir une phase de géante et finir en naine blanche, ou une phase de supergéante et finir en étoile à neutrons, ou même, pour les plus lourdes d'entre elles, finir en trou noir, ainsi que les travaux de Penrose et Hawking le montreront. C'est un destin auquel aucun corps très très lourd ne peut échapper, etc. Alors pourquoi je fais cette digression? Juste pour signifier que pendant le XXe siècle, il y a un consensus qui s'établit sur notre théorie de la formation et de l'évolution stellaire.
D'accord. Et ça se base évidemment sur des théories physiques nouvelles, la mécanique quantique, la relativité générale, la physique nucléaire, etc. Mais aussi, ça s'appuie sur le fait qu'on a une statistique extrêmement importante. On a ce diagramme qu'on peut raffiner, etc. Mais qui est un peu la base observationnelle qui nous permet de tester, d'échafauder, de tester les théories de l'évolution stellaire. Donc ça, c'est le grand avantage d'avoir évidemment une grande statistique, vous le savez. Le problème pour les théories de la formation planétaire, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, essentiellement, il n'y a qu'une seule, la statistique c'est n égale 1, d'accord. On n'a qu'un seul exemple, c'est le système solaire, pendant très longtemps. Et donc, il nous faudrait, c'est pour ça que pendant tout le XXe siècle, alors même qu'on a ce consensus qui s'établit dans le XXe siècle, on va avoir la coexistence de plusieurs théories de la formation planétaire, modèle de marée, de fission, de capture, avant que ne soit ressuscitée l'hypothèse de Kant-Laplace, comme on le disait, par l'astrophysicien soviétique Sofronov, qui développe en 69, même si c'est traduit qu'en 72 en anglais, la théorie du modèle du disque de la nébuleuse solaire. Et cette théorie va atteindre le statut de consensus quand, en 83-84, on va détecter pour la première fois un disque de poussière par l'astronomie infrarouge. On va enfin détecter un disque de poussière autour de Beta Pictoris. On voit là l'imagerie infrarouge générée par le disque de poussière autour de cette étoile jeune en formation. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'à la même époque, en 83, c'est l'époque où au CERN on détecte les bosons W et Z de l'interaction faible. Donc c'est le moment où on commence à établir le consensus sur le modèle standard de la physique des particules. Donc la même année, on a ce double consensus qui se met en place en physique des particules et dans la théorie de la formation planétaire. Mais à peine en place, ce consensus va devoir faire face à des petits aménagements parce que on commence à entrer dans l'ère moderne de l'étude des exoplanètes. En 89, on va détecter le premier objet substellaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'émet pas de lumière, donc qui peut être soit une naine brune, soit une super Jupiter. Et cette détection en 89, ça va être la première utilisation fructueuse de la méthode dite des vitesses radiales. Donc la méthode des vitesses radiales, quel est le principe? C'est simple. Quand on dit qu'une étoile tourne autour d'une planète, c'est à peu près, c'est inexact. En fait, l'étoile et la planète tournent autour de leur centre de masse commun. Donc une étoile qui est accompagnée d'un corps, que ce soit une naine brune ou un système planétaire, oscille. Et quand dans la phase d'oscillation, cette planète s'éloigne de nous, son spectre se décale vers le rouge, et quand l'étoile se rapproche de nous, son spectre se décale vers le bleu. On est capable de monitorer finement, enfin en principe, évidemment, techniquement c'est notre affaire, mais on est capable de monitorer cette oscillation, ce qui nous donne un graphique qui a cet aspect-là, et où la fréquence de ce graphique nous donne la fréquence orbitale de la planète, parce que bien sûr la fréquence d'oscillation de l'étoile c'est la même que la fréquence, la période orbitale de la planète autour de l'étoile ou du centre de masse. Donc quand on a la période orbitale, on a accès via la loi de Kepler au demi-grand axe de l'orbite, c'est-à-dire essentiellement la taille de l'orbite de la planète. Si par ailleurs on est capable d'estimer la masse de l'étoile, ça donne l'accès à sa vitesse orbitale et aussi à la masse de la planète. Alors ça nous donne accès à la masse de la planète uniquement modulo l'axe, l'angle entre la direction d'observation et le plan orbital du système, parce qu'évidemment on n'est jamais sûr qu'on observe le système planète-étoile sur la tranche, exactement sur la tranche, ou avec un léger axe d'inclinaison, c'est le sinus de I qui est ici. Néanmoins, ce n'est pas avec cette méthode intelligente qu'on a détecté les premières exoplanètes. Les premières exoplanètes confirmées ont été détectées autour d'un pulsar. Alors comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, un pulsar, ça a une fréquence de battement extrêmement stable et on est capable de détecter la moindre variation dans cette fréquence de pulsation. Et c'est comme ça qu'on a détecté le cortège de planètes qui est autour de ce pulsar. Vous voyez qu'ici, c'est quelque chose qui a de l'ordre de la masse de la Lune ou un peu plus. Et c'était une surprise de découvrir ces exoplanètes autour d'un pulsar, parce que comme on vient de le dire, le pulsar c'est censé être ce qui résulte de l'explosion d'une supernova. Donc on aurait pu penser que tout cortège planétaire aurait été soufflé par l'explosion. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc l'hypothèse, c'est que ça puisse être des planètes qu'on appelle chtoniennes. Ça a la même racine que autochtone. L'idée, ce serait que ces objets étaient anciennement des supergéantes, ou des géantes gazeuses, dont l'atmosphère a été soufflée par l'explosion, et qui après ont migré plus près du pulsar, au terme de la vie de ce système solaire. Enfin bref, en tout cas, on s'approche du but parce qu'effectivement, en 1995, date cruciale, nos lauréats Nobel de cette année détectent la première planète autour d'une étoile de la séquence principale en utilisant la méthode des vitesses radiales. D'accord. Ils utilisent pour ça un spectrographe qu'ils ont eux-mêmes développé.
le spectrographe Elodie, qui a atteint les sensibilités nominales pour enfin détecter un phénomène de ce type. Donc voilà le type de graphique expérimental qu'ils obtiennent. La surprise est que ce qu'ils obtiennent, c'est une planète qui tourne très rapidement autour de son étoile, seulement 4 jours, et extrêmement proche. Alors que la masse associée est pourtant celle d'une Jupiter, entre 1/2 et 2 fois la masse de Jupiter. Donc comme ils le disent eux-mêmes, c'est une observation qui n'est certainement pas prédite par les modèles de l'époque de formation des géantes gazeuses. Et ils disent qu'ils sont conscients du fait que cette observation ouvre la porte à toute une industrie, à tout un champ de nouveau en astrophysique, qui va, d'après ce qu'ils disent, révéler la grande diversité des mécanismes de formation planétaire et des sites de formation planétaire. Et l'avenir va évidemment leur donner raison. Tout ça va rapidement s'emballer et mûrir. Et quand un domaine scientifique mûrit, on commence à être capable de demander des financements aux organismes de tutelle et d'envoyer des missions spatiales. Et la première mission spatiale, pas entièrement dédiée, c'est la mission COROT de l'ESA, dont une partie des objectifs scientifiques était de détecter des exoplanètes par la méthode dite du transit. Alors la méthode du transit, c'est très simple, c'est plus simple que la méthode des vitesses radiales. Ça consiste à regarder une étoile et regarder quand est-ce qu'il y a une baisse du flux de lumière qui serait due au passage d'une planète dans la ligne de visée. Alors, grâce à cette méthode, on peut déterminer la taille de la planète, peut-être éventuellement sa période. En tout cas, COROT a la sensibilité nécessaire pour détecter des planètes telluriques, c'est-à-dire de l'ordre de la masse de la Terre, ce qui était plus délicat avec la méthode des vitesses radiales. Et effectivement, il va découvrir en 2009 COROT 7b, qui est la première planète tellurique vraiment confirmée, autour d'une étoile de la séquence principale. Vous voyez, 7 fois la masse de la Terre, presque 2 fois son rayon. Donc la statistique commence à augmenter. Vous voyez ici, COROT découvre une trentaine d'exoplanètes. Mais ce qui va vraiment changer la donne, c'est la mission Kepler de la NASA, comme vous savez, qui va être envoyée donc en orbite au point de Lagrange numéro 2, 1 million de kilomètres de la Terre, et qui est lancé en 2009, qui s'est arrêté seulement l'an dernier, et dont l'objectif est de scanner le ciel sur donc vous voyez ici la constellation du Cygne, ici la constellation de la Lyre, sur un cône de 3000 années-lumière de profondeur, en tout cas dans la première phase de la mission. Et l'un des objectifs affichés, c'est de détecter des planètes dans la zone d'habitabilité de l'étoile, c'est-à-dire cette couronne autour de l'étoile dans laquelle potentiellement l'eau liquide peut exister. Alors Kepler de nouveau utilise la méthode du transit, plus sensible que COROT évidemment, et en 2011, il détecte Kepler 22b, qui effectivement est une super Terre dans la zone d'habitabilité de son étoile. C'est encore une première, c'était un moment important. Donc de nouveau, Kepler va nous permettre de multiplier par 100 la statistique. On a maintenant plus de 3000 exoplanètes connues, confirmées. Il y en a encore bien d'autres dans les logs de Kepler qui demandent à être confirmés. En tout cas, la statistique continue à augmenter. Son successeur, ça a été la mission TESS, toujours de la NASA, qui a été envoyée en orbite par l'entreprise SpaceX avec un Falcon. Si vous n'avez jamais vu la réentrée d'un Falcon, c'est un spectacle, je vous le conseille. Donc TESS va couvrir la quasi-totalité du ciel sur 300 années-lumière de profondeur et encore augmenter le nombre d'exoplanètes connus. Pour l'instant, il a 1400 candidats, seulement une trentaine confirmés. Et la prochaine mission, on s'alterne entre la NASA et l'ESA. La prochaine mission, ce sera le satellite Khéops de l'ESA, qui va décoller là, dans les jours qui viennent. Et je le mentionne parce que son responsable scientifique, c'est justement Didier Queloz, l'un de nos 2 lauréats Nobel de cette année. Donc il va avoir un mois de décembre intéressant entre cette mission qui décolle et puis son Nobel à aller chercher. Ça fait un Noël sympa. Alors, le but de toutes ces missions spatiales, c'est de collecter une base de données qui pourra après être étudiée plus en détail par des instruments de nouvelle génération, que ce soit le James Webb Space Telescope de la NASA, qui est le successeur de Hubble, ou que ce soit l'ELT de l'ESO. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il était en couverture du courrier du CERN. C'est ce grand télescope qui sera construit en face du VLT au Chili, dans le désert d'Atacama. Donc tout ça, c'est les prochaines générations d'instruments qui vont étudier de plus près toutes ces exoplanètes qui ont été détectées par ces missions spatiales. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a un peu plus de 4100 exoplanètes détectées à travers une variété de méthodes. Évidemment, le plus gros, la part du lion, c'est par la méthode du transit, une bonne partie aussi par les vélocités radiales. On a aussi des méthodes non systématiques, comme les micro-lentilles gravitationnelles. Et on a même atteint la sensibilité pour pouvoir enfin faire de l'imagerie directe, ici, même si ça ne constitue pas la majorité.
Alors, les modèles maintenant de formation planétaire, c'était ça qui nous intéressait, doivent rendre compte de la diversité des systèmes planétaires qu'on a détectés. Maintenant, le système solaire n'est plus le seul exemple qu'on a, et il est certainement peut-être même pas typique. Donc voilà par exemple un exemple pour Kepler. Donc vous voyez ici, c'est une mise en image du système de Kepler, du plus froid au plus chaud, et la taille, elle représente la taille. Donc voilà, par comparaison avec le système solaire, qui est ici. Donc on a enfin une statistique appréciable. Ça, c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, pour la planétologie, du diagramme de Hertzsprung-Russell pour l'astrophysique stellaire. On a enfin plein d'exemples, et il faut rendre compte de cette diversité. La dernière étape, l'étape suivante qui va être intéressante, évidemment, ça va être la détection de traces de vie autour de ces exotères, potentiellement. Et ça nous emmène dans, évidemment, le domaine de l'exobiologie, où de nouveau le problème se répète, à savoir une trop faible statistique. On a un exemple de planète connue qui abrite la vie, c'est la Terre. En dépit de la diversité de la vie sur Terre, n'empêche que ça fait qu'un exemple. Et donc, peut-être qu'on est trop restreint dans notre imagination quant à ce qui est possible. Et donc, si on veut peut-être développer de meilleures théories de l'origine de la vie, ou arbitrer entre différentes options, ça serait intéressant de détecter de nouvelles traces de vie autour d'autres planètes. Et donc, par exemple, aujourd'hui, pour reprendre encore une fois un exemple du type de planète qui est détecté par Kepler ici, pour l'instant, on pense que la vie, c'est dans cette petite boîte ici. Dans des planètes qui sont ni trop chaudes, ni trop froides, ni trop lourdes, sinon ça serait des géantes gazeuses, ni trop légères, sinon ça serait quasiment des lunes, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'atmosphère. On veut détecter la vie, on pense pouvoir détecter la vie dans cette boîte, là où l'eau est liquide, et où les conditions physico-chimiques sont favorables. Mais peut-être qu'on se trompe. Si on découvre de la vie quelque part en dehors de la boîte, ça permettra de revoir notre copie sur nos théories de l'origine de la vie. Ou à l'inverse, si on la trouve effectivement là-dedans, c'est bien, ça va nous permettre de valider les bouts de théorie qu'on a déjà. Alors, comme exemple de théorie en la matière, je vous conseille ce bouquin, un des meilleurs bouquins de biologie que j'ai jamais lu, qui avance et qui défend la thèse que la vie se développe là où la géologie produit des cheminées hydrothermales alcalines. Par exemple, ça, c'est des exemples de cheminées hydrothermales alcalines dans l'océan Atlantique. Ça s'appelle Lost City. Ça a été découvert en 2000 seulement, ce truc-là. Et tout récemment, ils ont publié dans Nature un papier qui montre que les conditions physico-chimiques simulées de ces cheminées permettent, à partir de conditions abiotiques, de produire des protocellules. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et donc, il est fort à parier que, avec les prochaines générations d'instruments, plus tard dans la chronologie, quelque part, j'espère de notre vivant, on détectera enfin de la vie ailleurs. Et ça, c'est l'objet d'autres Nobel, j'imagine, bientôt. Enfin, pour aujourd'hui, je m'arrête. Et la prochaine fois, je m'intéresserai à l'autre partie de ce prix Nobel, qui concerne la cosmologie, et en quoi James Peeble a apporté des contributions à notre compréhension de l'évolution de l'univers. Je vous remercie.